Bonjour. Salut. Alors aujourd'hui c'est au tour de Sandrine Oui. de raconter son burn-out. Donc d'abord, comment tu étais avant ce burn-out, Oui. comment tu as ressenti ces symptômes pendant le burn-out et qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Ok, nickel. Allez, on y va. Alors, comment j'étais donc avant cette période de burn-out? Déjà, c'est effectivement dans le cadre professionnel, donc ce que je vais vous expliquer, comme Marie-Aline l'a fait. J'étais déjà quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de jovial, sociable, toujours bout en train, leader aussi, toujours à proposer des choses, amicalement parlant aussi, très entourée, au niveau familial aussi. Voilà, j'avais ce sentiment de jamais être seule, d'être toujours accompagnée, de toujours passer des bons moments. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'étais avant. Ensuite, j'ai pris mes fonctions donc, de directrice d'agence où là, j'ai dû adapter en fait ma personnalité par rapport au monde du travail et à ce qu'on attendait de moi. Donc, mon métier aussi nécessitait que j'ai en tout cas les qualités d'organisation, de rigueur, d'analyse aussi, de pouvoir aussi passer des messages avec du sens. Donc, beaucoup de communication en fait avec beaucoup d'enjeux. Le poids des mots avait son importance dans le message qu'on pouvait passer aux collaborateurs ou avec sa hiérarchie, etc. Donc, il faisait que il y avait beaucoup plus de filtres en fait qui se sont installés au fil du temps dans les communications que je pouvais avoir et en tout cas des valeurs que je trouvais qui se perdaient, c'est-à-dire l'authenticité, la bienveillance, la franchise aussi, qui m'a beaucoup manqué dans le monde du travail. Voilà, de pouvoir dire les choses aux gens, mais pas forcément que ça soit toujours pris de la mauvaise façon ou que ça soit aussi interprété. C'est des choses qui m'ont beaucoup peiné, en tout cas dans le monde professionnel, parce que tout à chacun, on a nos valeurs, on a notre fonctionnement et on a aussi notre façon de penser. Et en fonction des mots qui peuvent sortir de notre bouche, après, libre à chacun de les interpréter comme ils veulent. Et dans le cadre de mes fonctions, moi, je trouvais aussi que mes messages n'étaient toujours pas entendus à sa juste valeur ou n'étaient pas interprétés aussi dans le bon sens du terme. Il y avait toujours, peut-être aussi lié à la fonction, mais elle dit ça, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut avoir derrière ça? Ah ouais, mais toujours de la méfiance en fait, de la méfiance et une difficulté, une difficulté en fait à créer un lien, que ça soit hiérarchique, que ce soit avec des collaborateurs, qui soit pur, qui soit simple et qui soit entier. Voilà. D'accord. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai perdu en fait en rentrant dans ces fonctions de manager et au final le regard des autres, j'ai toujours dit que je m'en fichais éperdument, mais indirectement le fait que les gens retiennent que ça de toi, c'est-à-dire cette personne rigide, cette personne sérieuse, cette personne qui ne sait pas rigoler, qui est toujours concentrée sur le travail. Ça, au début, je l'assumais entièrement parce que une fois que tu as ce poste-là, tu ne plais pas à tout le monde non plus et tu es là pour faire appliquer des choses et pour mettre en place des choses et c'est ton métier aussi. Donc en fin de compte, tu t'es créé un personnage qui n'est pas toi. En fait, je me suis mis certainement une carapace qui faisait que comme il y avait... J'étais touchée en fait par ce que les gens pouvaient dire aussi et là aussi c'est important parce que parfois on ne fait pas la différence entre le métier qu'on fait et la personnalité qu'on doit avoir effectivement au travail et comment on doit communiquer avec les gens et ce qu'on est réellement. Et avec recul, je me dis on a peut-être le choix aussi de rester ce qu'on est. En tout cas, de pouvoir l'intégrer dans le monde professionnel. Mais moi, pour le coup, ça a fait qu'un. Donc, j'ai épousé vraiment ce costume de manager, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Et je n'ai plus été qu'un manager. Donc, en fin de compte, tu t'es créé un personnage pour être manager, mais pas toi, pas Sandrine. Ouais, je me suis créé en fait certainement ce personnage pour me protéger. Parce que je me sentais agressée effectivement par les autres et que le monde du travail pour moi au final c'était une grande jungle en fait où il fallait se faire sa place, il fallait se faire respecter aussi et il fallait jouer des coudes en fait, c'est-à-dire que tu peux pas passer une journée simplement discuter tranquillement avec les gens et puis rentrer chez toi et te dire oh c'est génial, j'ai passé une super journée, non. Tu as des conflits à gérer, tu as des gens compliqués à gérer, tu as aussi les états d'âme des gens, tu as des clients mécontents, tu as un hiérarchique qui lui a aussi des attendus. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, qui fait qu'à un moment donné, tu te protèges. Tu te protèges. Ouais. Donc donc tu as eu une carapace et après, est-ce que tu as eu d'autres choses qui sont arrivées? Alors ensuite,
Au niveau émotionnel, en fait, j'ai toujours repris les choses comme elles venaient et toujours positivement. D'ailleurs, on me connaissait, on m'a toujours connue, particulièrement dans le côté amical ou familial, on me dit ouais, mais toujours tu as la banane, toujours tu es content, toujours tu vois toujours les choses d'une bonne manière. Et moi, j'ai un père qui m'a toujours dit dans la vie, il n'y a pas de problème, en fait, il y a toujours des solutions. Donc, dans toute situation professionnelle que j'ai pu gérer, je partais toujours avec ce prérequis de dire ok, la situation va être compliquée ou ta relation que tu vas avoir, elle va être compliquée, mais essaye de trouver des solutions. Et au final, s'il y a une chose que j'ai appris avec recul, c'est que on ne peut pas aussi penser pour les gens. On ne peut pas faire changer les gens non plus et aussi dans l'entreprise, il y a des choses qui sont mises en place, des process ou autres sur lesquels tu ne peux pas agir. Et quand tu vas vers le burn-out comme ça, en fait, tu as une lutte perpétuelle de vouloir changer les choses, de vouloir agir sur des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. C'est ça. Et à notre grand tort, parce qu'au final, on a une toute puissance en fait, c'est de pouvoir agir sur nos pensées, de pouvoir agir sur comment on agit, nos attitudes aussi vis-à-vis de telle ou telle situation. Et ça, on a vraiment la baguette magique pour le faire et on ne la prend pas cette baguette magique. Par contre, on prend une baguette qui soi-disant est magique et en fait, elle va se transformer en fouet pour aller taper sur l'extérieur en disant mais non, ça c'est pas bon, ça a changé, ça je ne suis pas d'accord. Et ça peut se faire maladroitement aussi. Ça se fait maladroitement, mais aussi ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Oui. Aussi, voilà. C'est-à-dire que si on réagit comme ça et qu'on voit de l'injustice, on voit des choses qui nous gênent, ou des ordres qui nous gênent, mais qu'on est obligé de faire, et qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Oui. Voilà. Je partage parce qu'à un moment donné, vous voyez, moi, cette entreprise, elle m'a fait grandir. Elle a été ma mère nourricière pendant plus de 20 ans et elle m'a apporté énormément de choses. Mais à l'inverse aussi, en fait, j'ai pas pris en fait la mesure de la place que je pouvais avoir pour moi-même en fait. Je suis devenue plus qu'un manager. J'ai accepté en fait de conditionner ma vie en fonction de la pensée des gens, de ce qu'ils pensaient de moi. J'ai toujours réagi, j'ai toujours été en réaction. Et il y a une image en fait qui me vient souvent, c'est si je retrace ma carrière, c'est vous connaissez certainement le dessin animé Monstres et compagnie où à chaque fois il y a cette porte qui claque et puis derrière il y a toujours une scène d'horreur. C'est un peu ce que je vivais au niveau relationnel. C'est vraiment, je me prenais des portes dans la figure, mais plusieurs dans une journée. Et imaginez déjà quand vous en prenez une baie vitrée dans la gueule, ce que ça peut faire, c'est que vous avez une douleur lancinante qui est là. Ça vous pète les dents. Et ça vous pète les dents, vous avez une douleur qui est là, et puis quand vous avez du monde autour de vous, vous faites comme si ça va. On vous demande, ça va, tu t'es pas fait mal? Et surtout non, tout le monde rigole parce que et tout le monde rigole. Donc c'est vraiment ça. Je sentais les gens autour en fait être spectateurs et attendre que je me casse la gueule. C'est vraiment ce que je ressentais. Ouais, pareil. Et j'avais une hiérarchie aussi qui, soi-disant, était bienveillante et c'était pour mon bien, mais au final non, c'était pas pour mon bien, c'était pour le bien de l'entreprise, c'était pas forcément pour le mien. Et moi, ce petit personnage entre tout ça qui avait une joie de vivre et qui aujourd'hui n'en a plus, qui aujourd'hui, avant avait la capacité de réfléchir et qui aujourd'hui n'était plus en capacité de réfléchir. Une personne qui aujourd'hui faisait confiance à la vie et en l'humain, en bonnes choses de l'humain et au final, je trouvais tout le monde tellement faux. J'étais déçue en fait de l'humain et de la société dans laquelle on vit. Et ce côté politiquement correct d'une entreprise où on doit le vivre ensemble, avancer ensemble, cohésion d'équipe, etc. Qu'au final, je m'évertue à essayer de faire et qui était tellement difficile à mettre en place. Et en fait, c'était moi qui prenais parce que je me dévalorisais en me disant mais ouais, t'arrives pas à faire ça, mais comment t'arrives pas à faire en sorte que deux collègues discutent entre eux? Comment t'arrives pas à avoir une discussion constructive avec ton chef? Parce qu'on parlait de valeurs, c'est vraiment ça, tu as des valeurs en fait qui sont pas alignées, mais tu te dis écoute, allez, fais avec, tu as toujours été dans cette entreprise-là, il y a des choses qui ne te conviennent pas, mais bon, voilà, fais avec parce que tu as ton confort de vie et tu vas pas tout faire péter en une fraction de seconde parce que tu as des états d'âme où tu vas pas bien. Et pourtant à un moment donné, il faut apprendre à s'écouter. Et avec recul, moi je pense que je me suis pas écoutée du tout. Et est-ce que tu as eu des symptômes? Oui, j'ai eu des symptômes. Alors les premiers, c'était dans les débuts de ma carrière où là j'ai eu vraiment des grosses difficultés relationnelles avec des collaborateurs. J'ai eu une grosse allergie aux mains, jusqu'à avoir les mains gonflées, doublées de volume, les mains mauves, comme si j'allais vraiment mes doigts les gangréner et que j'allais les perdre. Et j'ai été en incapacité de travailler, pas pour beaucoup de temps, disons, on va dire à peu près un mois. Ouais, mais tu as été voir quelqu'un, elle t'avait dit. Et je suis allée voir quelqu'un, alors je ne me rappelle plus quel était son métier, mais en tout cas,
La première chose que cette personne m'a dit, c'est en fait, les gens sont méchants avec vous et comment vous acceptez en fait que vous êtes en danger en fait dans le milieu professionnel dans lequel vous êtes et il faut en sortir parce que si vos mains vous ont parlé là, c'est un signal. Et puis bon, moi j'étais jeune, alors je me suis dit qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là elle me connaît pas, bon allez vas-y, fais-moi mon truc pour mes mains et puis je m'en vais, voilà. Et au final, c'est passé. Je disais, voilà, les mains et les pieds, c'est l'endroit le plus sensoriel du corps. Donc ça veut dire que tu étais déjà, on t'a déjà prévenu assez tôt. Oui, et c'est vrai. Tu n'as pas pris en compte. Avec le recul, c'était déjà, j'avais quoi, je devais avoir 5-6 ans de carrière, pas plus, hein, en tant que directrice d'agence. Donc oui, c'était déjà dans les débuts. Et ensuite, les relations, surtout managériales, avec mon hiérarchique, se sont un peu dégradées, voire même beaucoup. Et quand je vous parlais de la porte dans la figure, à un moment donné, j'avais plus que des petits symptômes en fait, que c'était un petit mal de tête, c'était un mal au dos, l'impression vraiment d'être en apnée. Donc je me revois en fait être dans beaucoup de situations en apnée. Être en apnée en réunion, être en apnée lorsque mon chef me passait des consignes ou qu'il il me passait la pommade pour me dire à quel point il me disait des choses bienveillantes pour mon bien, pour mon évolution dans ma carrière. Et professionnellement aussi, moi, dans mon rôle de manager, être avec des collègues et être en apnée parce que j'avais des choses parfois pas très agréables à leur dire et comment le tourner, comment le dire, etc. C'était aussi compliqué. Et vous voyez dire que tu ne vivais pas parce que respirer, c'est vivre. Oui, et ça, je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, en étant toute seule dans mon bureau. Après toutes ces journées très fatigantes, etc. Et je suis rentrée chez moi un soir en disant à ma mère, mais en fait, j'ai l'impression que je vis vraiment en apnée, je respire pas. Et là, j'ai besoin d'air. Et c'était un signal aussi. Et puis d'avoir cette sensation d'avoir la cage thoracique qui se réduit et d'être comme dans un étau, d'avoir vraiment les omoplates, le dos qui est figé. Et plus les années sont passées, plus ça s'est accentué. Je pensais même que c'était effectivement un problème cardiaque parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai mal, j'ai des palpitations, mais oh là là, c'est pourquoi. Et je suis allée voir le médecin, en fait, à chaque fois, c'était des contractures. On s'est dit, vous êtes coincé, vous êtes... mais vous êtes noué, je vous dis pas. Voilà, et vous êtes noué, vous êtes tout bloqué, mais il faut respirer, il faut vous détendre, mais il ne faut pas prendre votre travail à cœur comme ça. Enfin bref, voilà. Et quand j'entendais ça, je l'observais, mais de très haut, en fait. J'avais l'impression que ma tête, en fait, elle entendait, mais je me disais, mais non, mais vous savez pas, en fait, ce que je vis. Ouais. Vous savez pas ce que je vis et vous pouvez pas comprendre, en fait, ce que je vis. Donc, je vais rester avec mes symptômes, ok. De toute façon, j'ai pas le temps, puis il y a ça aussi. Cette notion, plus le temps, votre carrière avance, plus vous vous rendez compte que vous n'avez jamais le temps de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas le temps de profiter avec vos enfants, vous n'avez pas le temps de faire autre chose, vous n'avez pas le temps de sortir le week-end, vous n'avez pas le temps d'aller faire un repas avec votre conjoint, enfin bref. Mais vous êtes tellement claqué que vous avez le temps de vous effondrer sur un canapé et dormir pendant des heures. Exactement. Ou dans votre lit et voilà. Ouais. Vous êtes en plein repas familial ou avec des trucs et la seule chose que vous voulez, vous, c'est le canapé. Oui, par contre, ça, elle dit une chose juste. Mon mari me disait toujours, ok, tu veux pas sortir, mais par contre, faire la grasse mat, dormir jusqu'à 1h de l'après-midi, ça par contre tu fais. Non, j'étais épuisée. En fait, sur le coup, je m'énervais, je disais, non, tu comprends pas, et toute la semaine je bosse, le week-end c'est pour me reposer, mais en fait tu vis pas. Tu vis pas pour les tiens, tu ne vis pas pour toi. Voilà. Et après, donc tu as eu quoi vraiment le burn-out quand tu as compris que là c'était la fin? C'était quoi? Alors, moi, c'est particulier avec le recul parce que je me suis aperçue à quel point l'humain il peut être résilient. Donc, j'ai combattu, j'ai toujours été en mode pitbull, en fait, à défendre les opprimés, non, c'est ça, à dénoncer les injustices, c'est familial, à dire, avec ça. Voilà, à dire que non, je suis pas d'accord, ça convient pas, on peut pas traiter les gens comme ça. Enfin voilà, me battre tout simplement. Et pendant que j'étais dans ma bataille, en fait, j'ai subi, j'ai pleuré, j'en ai fait aussi des crises, pas d'angoisse, des crises existentielles, à me dire, mais en fait, tu fais quoi sur cette terre? Mais putain, c'est quoi? C'est si dur, Voilà, alors on nous dit, le travail, c'est la santé, et en même temps, on nous dit aussi, on nous inculque depuis qu'on est petit, purée, mais dans la vie, il faut travailler. Pour travailler, le travail, c'est dur. Si tu veux gagner quelque chose dans ta vie, mais vas-y, il faut que ça soit dur. Pourquoi ça doit être dur en fait? Pourquoi on doit se battre comme ça? Pourquoi on doit aller en l'encontre de ce qu'on est? Pourquoi on doit accepter d'être désaligné par rapport à nos valeurs? Moi, j'ai eu du mal à concevoir ça. Et quand je vous disais que j'ai fait les choses à l'envers, c'est-à-dire pendant que je vivais tout le tumulte professionnel dans lequel j'étais, les difficultés, les soucis, les problèmes relationnels, j'ai subi et j'ai fait front.
mais vraiment front. À rentrer chez moi, être carpette, hein, mais front. Et à un moment donné, quand cette situation, elle a cessé, c'est-à-dire quand mon supérieur hiérarchique avec lequel ça allait plus du tout, il est parti, il a été muté vers d'autres horizons, c'était censé être fini. Pour moi, c'était un soulagement. Et là, non. J'ai continué à me battre, en fait. J'ai continué, alors contre qui, je ne sais pas, hein, contre moi-même peut-être. Ouais, tu t'es tout repris. Voilà, j'ai continué à garder ce rythme de vie effréné, à me plaindre, à ne pas être contente, à vouloir révolutionner les choses. Mais c'était devenu des habitudes pour toi. Oui, c'était ancré. Ouais. Et il y a une chose que vous devez aussi retenir, c'est que les habitudes, elles prennent le temps en fait pour s'installer, mais c'est à force de répétition. Donc plus vous pensez pourri dans votre esprit, plus vous vivez des choses compliquées, que vous les alimentez, plus vous rentrez chez vous et que vous vous lamentez avec votre papa, votre maman, votre mari, etc., et bien plus vous restez dans votre caca. Ça aussi, il faut en prendre conscience. On dit souvent il faut extérioriser, mais il faut l'extérioriser à bon escient. Ouais. Et j'aurais envie, ça paraît con, hein, on va dire, on est peut-être fou, mais déjà extérioriser avec vous-même. Vous savez, parler à haute voix de temps en temps, ça fait du bien. Et moi, je me suis surpris dans la voiture, parfois à tempêter, oui, dans la voiture, mais ça faisait tellement bien en fait. Oui, moi je m'engueulais moi-même. Hein, ouais, exactement. et j'avais même plus d'énergie en rentrant chez moi, moi qui suis une pipelette, comme vous l'entendez, de parler à mon mari, parce que j'avais tellement gueulé pendant que j'étais en voiture. Et les gens devaient me voir, hein, voilà, au feu, etc. Et ben non, en fait, ça fait du bien parce qu'à un moment donné, tu te retrouves face à toi-même et tu te rends compte à quel point tu as eu des réactions qui t'ont mis en danger, à quel point tu as des émotions qui te traversent, qui te bouleversent. Tu prends conscience aussi que tu acceptes d'absorber ce qui vient de l'extérieur et de le prendre pour toi alors que ça ne t'appartient pas. Voilà, et ça ne t'appartient pas. Prenez vos trucs et repartez avec, mais non, ça je ne savais pas faire. Après, c'est très compliqué en tant que manager et voilà, on prend aussi comment dire, les énergies de nos collaborateurs aussi. Et on se sent concerné. En fin de compte, c'est un peu comme si vous étiez un professeur et que vous gérez vos élèves, donc vous vous inquiétez quand même pour eux. Là c'est pareil, donc c'est un peu dur de faire abstraction. Et comme je disais entre nous, on passe 98% de notre vie dans une société avec ces gens-là, donc ne pas ressentir, ne pas... et tout, c'est très difficile. Certains sont capables, alors je ne sais pas comment ils font, peut-être parce qu'ils n'ont pas de cœur ou ils se sont carrément coupés de la vie, mais c'est très difficile de faire abstraction de ce qui se passe avec vos collaborateurs. Voilà. Par contre, c'est intéressant ce que Marie-Aline dit, parce que du coup, paradoxalement, dans ma personnalité, en fait, j'étais perçue comme quelqu'un, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais d'inhumaine. Oui, parce que j'entendais, j'absorbais. Ça restait en moi, en fait. Mais après, je m'interdisais, en fait, de dire, mais oui, je te comprends. Parce que dans le cadre professionnel, une fois que tu commences à dire oui, je te comprends, tu sais pas où ça s'arrête après. Et moi, c'était l'inverse. Moi, au contraire, j'étais plutôt dans l'empathie et je ressentais exactement ce que ressentaient mes collaborateurs et ça a posé souci parce que voilà, j'avais besoin de m'exprimer, de dire que ça n'allait pas. C'est deux manières aussi d'aborder les choses, hein, deux angles de vie deux angles de vue que vous avez et que vous pouvez aussi vous voir aussi comment vous réagissez par rapport à l'extérieur. C'est vraiment très intéressant. Prenez le temps de le regarder et puis on en rigole aussi parfois et puis de temps en temps on est un peu horrifié par l'attitude qu'on a vis-à-vis. Moi je ne me considérais pas comme manager, je me considérais plus comme leader. Voilà. Donc j'étais plus là pour les pousser, essayer de les faire monter, de leur donner de la motivation. Mais tout était cassé par le court-circuitage que je n'arrive toujours pas à dire. Voilà. Et, vous l'avez compris. Voilà. Cuitage. Aussi, elle n'y arrive pas. C'est super complexe comme mot. On parle de Mary Poppins, mais celui-là, je crois qu'il faudra qu'on le travaille. Mais voilà. Et donc, viens au fait de du plus gros symptôme que tu as eu et qui a fait que tout s'est arrêté. Donc du coup, je disais, moi c'est vrai que j'ai fait un peu les choses à l'envers. Donc pendant que j'étais dans la bataille, j'ai combattu. Quand soi-disant la bataille était terminée, j'ai continué à combattre contre qui je ne sais pas. Et au final, je devais partir en vacances 15 jours. Et pour le coup, normalement, il ne devait plus y avoir tellement de tension. Enfin, même, bref, on était en cours de changement de responsable. Donc c'était un petit peu un flottement. Mais j'avais toujours cette pression, cette boule au ventre, cette colère que j'avais en moi. Et je suis partie ces 15 jours en vacances, un petit peu en tourisme, mine de rien. On avait loué une villa et j'étais complètement absente. Mon mari me faisait remarquer, mais t'es pas là pour nous, t'es pas là pour les enfants. Enfin, bref, j'étais à l'ouest. Je pense que ça commençait déjà, le burn-out était déjà là, bien là. Et le jour où je devais reprendre, en fait, je me suis réveillée complètement bloquée.
le dos complètement bloqué, et me voici en train de ramper pour aller me doucher, à pleurer, à dire à mon mari, mais si, il faut que j'aille au travail. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tiens même pas debout, tu vas où? Mais si, on a besoin de moi, tu comprends, c'est important, je t'appelle en absent 15 jours, c'est le début d'année, il y a des forts enjeux en début d'année, mais si je suis pas là, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? La culpabilité s'est mise en place. Et place. la culpabilité s'est mise en place, et ma douleur, elle était atroce, hein, mais franchement, la culpabilité était atroce aussi. À la limite, c'était même la culpabilité qui était plus forte chez moi à ce moment-là. Et là, j'ai décidé d'écouter mon mari, et il m'a dit, maintenant tu vas arrêter tes conneries, je vais t'emmener chez le médecin. Et même là, j'étais vraiment offusquée en fait de voir qu'il ne me comprenait pas, de lui dire, mais non, aussi il faut que j'y aille. Et j'ai pris la bonne décision. J'ai vraiment pris la bonne décision d'aller chez le médecin à ce moment-là. Parce qu'on est dans le déni, on est dans le déni de notre souffrance. Et moi, j'ai eu de la culpabilité sur chacune de mes crises. Voilà, j'ai appelé mes parents, machin, je disais, ouais, il faut que je retourne travailler et tout. Il fait, non, on vient te chercher, tu vas nulle part. Et moi, j'étais là, mais non, j'ai des rendez-vous, j'ai des choses à faire, il faut que je le fasse, parce qu'on a le côté professionnel. Donc, on est professionnel, donc on doit aller le faire. Mais on est dans le déni de ce qu'on est, on est en train de s'en vouloir. Alors moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Mais mon corps, tu me gonfles, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, j'ai un boulot, voilà, il faut que j'y aille, mais c'est quoi le truc? Et il continuait. Et c'est vrai que bon, elle, ça a été carrément calé direct. Oui. Voilà, pour qu'elle prenne conscience, parce que comme ça durait depuis des années, il fallait vraiment. Là, c'est le corps, c'est l'électrochoc. Il te dit à un moment donné, écoute, tu m'écoutes pas, on va faire grève. Hein. C'est ça, hein. Ton corps, il fait grève, tout simplement. Voilà. Et donc, on se crée un personnage de Calimero. Si vous connaissez le dessin animé, puisque ça date un peu une nouvelle génération, je ne sais pas si on a un nouveau, mais c'est un petit poussin noir qui a une coquille sur la tête et qui passe son temps à dire « le monde, il n'est pas juste, la vie, elle n'est pas juste ». Voilà. Et en fin de compte, on se crée tout le temps des ondes négatives parce qu'on rumine, parce qu'on n'est pas bien, parce que notre corps ne va pas et tout, donc on devient agressif, on devient, on se plaint tout le temps. Et moi, je me rappellerai toujours, je suis allée à un concert après le confinement et tout, et j'étais pas très bien, et j'avais pas vu un copain depuis longtemps. Et il m'a fait la remarque en me disant, mais arrête de te plaindre, quoi. Et ça m'a touchée, et je me suis dit, mais il a raison, en fin de compte. Je passe mon temps à me plaindre, et je vois pas les choses positives. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me mettre un truc, c'est-à-dire que tous les soirs, quand je vais dormir, je dis tout ce qui a été positif dans ma journée. Je fais abstraction de tout ce qui est négatif. Tout à fait. Et je mets tout ce qui est positif. Et ça c'est vrai qu'on ne prenait plus le temps de le faire quand on était en activité. On faisait l'inverse. On rentre, on parle à notre famille, tout est négatif, machin et tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Donc voilà, ce que ça m'a apporté, très souvent, on voit la facette du burn-out comme étant la chute libre. Et voilà, et on rentre dans un gouffre. Et après, Inch'Allah, est-ce qu'on en sort ou pas? Voilà. Moi, je l'ai perçu différemment. Sur le moment, ça a été un vrai coup près et j'ai été déçue de moi, en fait, de ne pas avoir tenu bon, quelque part. C'est ce que je me suis dit au début. Ensuite, la deuxième phase, ça a été, qu'est-ce que c'est bon, en fait, de repenser à soi. Alors, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, hein. Franchement, j'étais chez moi, mais voilà, tu es dans un moment latent où tu n'es pas habitué, en fait, à avoir ce monde qui ralentit d'un coup. On a vécu ça pendant le Covid, c'est vrai. Et puis là, quand tu vis ton burn-out, ce que vous avez peut-être vécu pendant le confinement, c'est-à-dire que la vie s'arrête, quand tu vis le burn-out, là, pour le coup, ta vie s'arrête aussi. Donc là, j'ai décidé de retirer en fait du positif du burn-out. Pour moi, c'était vraiment le moment pour réfléchir à ce que je ne voulais plus. Et j'ai pris, mais vraiment plus, hein, c'est non négociable. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, de ce que je ne voulais plus, là, j'ai eu un peu plus de clarté, même si je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie et si j'allais retourner au travail ou pas, etc. Mais la clarté que j'ai eue, c'est de me dire, mais ok, mais tu es plus importante en fait que tout ça, que tout ce que tu es en train de vivre là. Et tu n'as pas écouté ton corps, donc le juste retour que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de te respecter. Et puis au lieu d'attendre en fait du respect de l'extérieur, parce que j'ai toujours été très révoltée en fait par l'injustice, d'abord respecte-toi. C'est ça. Voilà. Et le burn-out pour moi c'est ça. C'est à un moment donné tu acceptes de dire stop. Voilà, de dire stop, vraiment stop, je ne peux plus, je n'y vais plus. Et une fois que tu as fait ça, c'est salutaire parce que là maintenant tu vas vivre autre chose. Là maintenant tu vas te découvrir. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit toutes les deux. On réapprend à connaître qui on est. On partage avec vous aussi ça, hein, grâce à nos vidéos aussi. Et on apprend aussi à affirmer vraiment ce qu'on veut vraiment dans la vie.
et pas que ce que le diktat en fait de la vie et de ce que pensent les autres et ce que pense un chef de toi, etc. Donc voilà. Alors ce que moi, ça m'a apporté. C'est légèrement différent de Sandrine, c'est qu'elle s'en est rendue compte après son burn-out, pendant son arrêt maladie et tout. Moi, je m'en suis rendu compte avant d'avoir le clash et de partir, le dernier clash pour être vraiment arrêtée. Je savais que je n'étais pas sur la bonne voie, que c'était pas l'endroit où il fallait que je reste, mais j'étais, par des obligations familiales, d'être là. Financièrement et tout, donc je me forçais dans une sorte de déni de me dire je sais que je suis en burn-out, je sais que je ne suis pas au bon endroit, mais j'attends encore un peu, sauf que disons que ça m'a pas du tout aidé, puisque comme j'ai clashé et j'ai craqué au travail, ce qui a fait que moi j'ai eu un licenciement pour faute grave, qu'alors j'étais en burn-out. Donc ça on en reparlera aussi, les accusations fausses qui ne sont pas vraiment prises en compte par la médecine du travail, par l'inspection du travail, et tant que vous n'allez pas au prud'homme. Donc il y a des choses aussi dans la justice, et quelque chose qu'on est en train d'apprendre toutes les deux, c'est la résilience, et accepter que si ça se passe, c'est qu'il y a une raison. Tout à fait. Voilà, c'est une belle fin en tout cas pour cette 3e vidéo. Donc on partage avec vous. Merci pour ceux qui sont présents, qui nous regardent. Merci à vous de partager. Si vous avez des personnes autour de vous qui vivent aujourd'hui ça, ou vous les voyez changer, que vous ne retrouvez plus le sourire sur leur visage, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Partagez cette vidéo parce que ça permettra aux gens vraiment de prendre conscience. Et nous, notre premier leitmotiv pour faire ces vidéos-là, c'est éveiller les consciences sur les signaux du burn-out, qu'aujourd'hui, vous valez mieux que ce que vous vivez aujourd'hui et qu'on a le pouvoir en fait de changer les choses. Intérieurement, on a vraiment le pouvoir de pouvoir changer les choses. Voilà, on vous dit ciao. Et à très bientôt. À bientôt. Allez, ciao, bye.